Vite, comme on peut vite être corrompu, hein. C'est incroyable, hein. Je ne savais pas moi-même que c'était à ce point, donc je me permets vite de boire un coup. Merci les amis, hein. J'enchaîne, pas que vous perdiez le fil. Les formes. La Banque mondiale retient les formes suivantes de corruption. Les dessous de table, ce sont des versements à des responsables officiels afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable. La fraude, c'est la falsification de données, de factures, la collusion, etc. L'extorsion, c'est l'argent obtenu par la coercition ou la force. Le favoritisme, népotisme, collusion, c'est le fait de favoriser des proches. Le détournement de fonds, c'est le vol de ressources publiques par des fonctionnaires. Type de corruption. La Banque mondiale retient les types suivants de corruption. La grande corruption. C'est une corruption à haut niveau où les décideurs politiques créant et appliquant les lois utilisent leur position officielle pour promouvoir leur bien-être, leur statut ou leur pouvoir personnel. La petite corruption, c'est la corruption bureaucratique dans l'administration publique. La façon de définir la corruption selon les pays. Ainsi, dans le cas des États-Unis, les journalistes... Je ne peux pas ouvrir, je fais mon exposé, c'est en train de filmer. Je suis désolée. Désolée, je reviens après. Donc je reprends là où j'en étais, excusez-moi. La façon de définir la corruption varie selon les pays. Ainsi, dans le cas des États-Unis, les journalistes Benoît Bréville et Renaud Lambert soulignent qu'une entreprise qui souhaite influencer sur le choix d'un élu n'a pas besoin de recourir au dessous de table. Depuis janvier 2010 et l'arrêt Citizens United v Federal Election Commission rendu par la Cour suprême, il lui suffit de subventionner des associations liées à son poulain, le plus légalement du monde et sans plafonnement des montants. Dans bien des pays, une telle pratique est prohibée. Outre-Atlantique, outre-Atlantique, on parle de... Attendez, j'ai perdu le fil à cause de mon papa qui est venu me déranger, je m'excuse. Outre-Atlantique, on parle de... Ah, j'étais juste... Pardonnez-moi, hein, désolé, mon papa est venu voir si ça allait bien. 3 petits points. Liberté d'expression. Selon un rapport de la Sunlight Foundation, entre 2007 et 2012, les 200 entreprises américaines les plus actives politiquement ont, au niveau fédéral, dépensé 5,8 milliards de dollars en frais de ce type. Durant la même période, elles ont reçu l'équivalent de 4 400 milliards de dollars en cadeaux. Même période, elles ont reçu l'équivalent de 4 400 milliards de dollars en cadeaux. Pardon, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Évidemment, j'ai été dérangée. Je m'excuse vraiment. Hein. Pardonnez-moi pour ce petit malentendu. De cadeaux en même période. Elles ont reçu l'équivalent, voilà, je l'ai lu, de cadeaux divers tels que subventions, exonération, réduction d'impôts. Amender la loi plutôt que ses comportements. La méthode séduit. Les multinationales américaines souhaitant
s'implanter dans des pays pauvres sont aussi autorisés à effectuer des paiements de facilitation, facilitating payments, pour accélérer une procédure, obtenir une autorisation, faire passer un dossier sur le dessus de la pile. De leur côté, les justiciables suffisamment fortunés peuvent mettre un terme aux poursuites dont ils font l'objet en versant de l'argent à la partie adverse. Fluctuante, la frontière entre corruption et pratique légale apparaît dès lors soumise aux aléas du droit. Et de la corruption et pratique légale apparaissent dès lors aux aléas du droit et de la logique qui en sous-tend souvent l'élaboration. Faire entrer les pratiques des logiques qui en sous-tend souvent l'élaboration, faire entrer les pratiques des logiques, des dominants, dans la légalité, tout en garantissant la plus grande sévérité pour les forfaits des classes populaires. Excusez-moi, ce paragraphe a été assez compliqué. Et comme j'ai été coupée par mon papa qui est venu juste s'inquiéter pour moi parce que c'est vrai que je suis asthmatique, j'ai des neuralgies d'Arnold, j'ai pas mal de problèmes de santé, il est juste venu voir si tout se passait bien. Je vous relis juste le paragraphe là qui est peut-être pas agréable pour vous de remettre en arrière. Alors, la façon de définir la corruption varie selon les pays. Donc je me reprends, je recommence. Ainsi, dans le cas des États-Unis, les journalistes Benoît Bréville et Renaud Lambert soulignent qu'une entreprise qui souhaite influer sur les choix d'un élu n'a pas besoin de recourir aux entreprises qui souhaitent influer sur les choix d'un élu et n'a pas besoin de recourir au dessous de table. Pardon. Bon, il faut dire aussi que c'est toi collé, j'aurais pu faire des espaces, c'est aussi ma faute, pardonnez-moi. Personne n'est infaillible. Depuis janvier 2010 et l'arrêt Citizen United v Federal Election Commission rendu par la Cour suprême, il lui suffit de subventionner des associations liées à son poulain, le plus légalement du monde et sans plafonnement des montants. Dans bien des pays, une telle pratique est prohibée. Outre-Atlantique, on parle de liberté d'expression. Selon un rapport de la Sunlight Foundation, entre 2007 et 2012, les 200 entreprises américaines les plus actives politiquement ont, au niveau fédéral, dépensé 5,8 milliards de dollars en frais de ce type. Durant la même période, elles ont reçu l'équivalent de 4 400 milliards de dollars en cadeaux divers, subventions, exonérations, réductions d'impôts. Amender la loi plutôt que ces comportements. La méthode séduit. Les multinationales américaines souhaitent s'implanter dans des pays pauvres, sont ainsi autorisées à effectuer des paiements de facilitation, facilitating payments, pour accélérer une procédure, obtenir une autorisation, faire passer un dossier sur le dessus de la pile. De leur côté, les autorisations, les justiciables suffisamment fortunés peuvent mettre un terme aux poursuites dont ils font l'objet en versant de l'argent à la partie adverse. Fluctuante, la frontière entre corruption et pratique légale apparaît dès lors soumise aux aléas du droit et de la logique qui en sous-tend souvent l'élaboration. Faire entrer les pratiques des dominants dans la légalité tout en garantissant la plus grande sévérité pour les
Forfait des classes populaires. Alors, je suis désolée pour ce long paragraphe qui était bien collé, assez compliqué même pour moi à comprendre. Mon papa qui est venu intervenir, j'ai bien fait de vous le relire. Hein. Malgré que je me suis reprise 2-3 fois, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Je sais que vous m'en voulez pas et que vous m'appréciez toujours autant. Voilà. Les coûts. Selon une estimation de la Banque mondiale, en 2001-2002, 1 milliard de dollars auraient été détournés en pots de vin. Ce montant représente environ 3% des échanges de la planète pour cette même période. L'organisation non gouvernementale internationale Transparency International a publié le 25 mars 2004 une liste des 10 chefs d'État les plus corrompus. Mohamed Suharto aurait par exemple détourné entre 15 et 35 milliards de dollars. Ferdinand Marcos entre 5 et 10 et Mobutu Sese Seko environ 5 milliards lorsqu'il dirigeait lorsqu'il dirigeait le Zaïre. Le pays de la liste ayant le PNB le plus élevé était le Pérou avec 2051 dollars par habitant en 2001. Au Canada, des politiciens et des hauts fonctionnaires associés à l'administration du Parti libéral du gouvernement du Canada sont impliqués dans un scandale de plusieurs centaines de millions de fausses factures de programmes de commande gouvernementales. L'argent était utilisé pour la réélection des candidats du Parti libéral. Un rapport du CCFD Terre solidaire, bien mal acquis, profite trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances des pays occidentaux estiment que plus de 120 milliards de dollars ont été détournés ces 10 dernières années, notamment à cause de la corruption. En France, le député François Loncle, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, est lié à Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien a ainsi minimisé ou couvert pendant plusieurs années les pratiques de corruption en Côte d'Ivoire. Pour les enquêteurs qui la pratiquent, la corruption semble très rentable, sauf pour celles minoritaires qui se font prendre et condamner. Voilà. Sauf pour celles minoritaires qui se font prendre et condamner. Voilà. Elle est par ailleurs, par définition, très difficile à quantifier au niveau mondial. Selon l'agence de notation Standard & Poor's, les investisseurs ont une probabilité allant de 50 à 100% de perdre la totalité de leur investissement dans un délai de 5 ans dans les pays connaissant divers degrés de corruption. L'intérêt porté par les médias aux affaires de corruption a considérablement augmenté depuis quelques décennies. En France notamment, Le Figaro, Le Monde et Libération ont publié 2630 articles traitant de corruption entre 1981 et 1990. Une décennie plus tard, le chiffre a quadruplé. Pour les chercheurs Catherine Fieschi et Paul Haywood, la mutation du début politique fut la conséquence de l'effondrement du système communiste au début des années 1990. Les partis dont les batailles électorales s'organisent hier autour d'enjeux idéologiques, mais qui
avaient les mêmes pratiques en matière de corruption ont dû changer de tactique. Les programmes de la gauche et de la droite ont commencé à se rassembler, tandis que l'urgence de faire la démonstration de sa compétence une fois du pouvoir devenait déterminante. La concurrence politique a donc conduit à délaisser les débats de fond pour leur préférer les accusations de corruption destinées à entacher le crédit de l'adversaire. Voilà, donc je fais au mieux car c'est quand même un sujet compliqué, difficile et très, très sceptique. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Lutte contre la corruption. Alors ici, un petit texte qui a été écrit par Henri Julien en 1875. Donc, entre un petit proverbe. Le remède futur à la corruption électorale. Gravure par Henri Julien, publié dans l'Opinion publique périodique canadien-français. Donc en 1875. La corruption est une pratique indigne pour la démocratie. Ce qui est tout à fait vrai. Hein. Moi, je partage son opinion à cet Henri Julien. Tout à fait. Il propose, comme solution parmi d'autres, de placer ces institutions Clearstream, Euroclear et autres chambres de compensation et de routing sous le contrôle d'une organisation internationale qui pourrait jouer le rôle du tiers de confiance. L'OCDE fait de la lutte contre la corruption l'un de ses principaux objectifs. Dans les faits, selon le magistrat Eric Halt, les actions judiciaires se heurtent souvent à l'hostilité des gouvernements. Ainsi, le Royaume-Uni a interdit l'enquête sur un réseau de corruption qui avait accompagné la vente pour 56 000 milliards d'euros d'armement à l'Arabie saoudite. L'Italie a supprimé l'an dernier le Haut Commissariat de lutte contre la corruption. En France, les autorités politiques n'ont pas permis aux juges chargés de l'affaire des frégates de Taïwan d'accéder à des pas permis aux jeunes chargés de l'affaire des frégates de Taïwan d'accéder à des pas permis aux juges chargés de l'affaire des frégates de Taïwan d'accéder à des documents, en se retranchant derrière le secret défense. Dans le même sens, la loi de programmation militaire du 29 juillet 2009 prévoit de protéger les locaux d'entreprises privées intervenant dans le domaine de la recherche ou de la défense, ce qui signifie concrètement que de grands groupes industriels pourraient bénéficier d'une protection globale contre les investigations judiciaires au motif qu'ils détiendraient des documents classifiés. Je m'excuse, par moments je relis la même ligne, ce qui ne m'est jamais arrivé, hein, mais c'est que je me suis dépêchée de le terminer et j'ai trop serré le texte, j'aurais dû écrire plus grand. Et puis c'est dur de retourner à la ligne lorsqu'on est filmé par une caméra. Donc à l'avenir, pardonnez-moi les amis, quand c'est des sujets surtout compliqués comme ça que je ne connais pas à 100%, j'espacerai plus. Voilà, ne m'en voulez pas, hein, je vous remercie de votre compréhension. Mais en tout cas, vous m'avez comprise, je me suis reprise en articulant bien et en relisant bien. Au niveau du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe
fondé en 1949 et basé à Strasbourg, s'est impliqué dans la lutte contre la corruption. Le développement des travaux a été jalonné par plusieurs événements marquants depuis 1981, lorsque le comité des ministres du Conseil de l'Europe a recommandé de prendre des mesures contre le crime économique, y compris entre autres la corruption. Recommandation numéro R81/12. En 1994, les ministères de la Justice des États membres du Conseil de l'Europe, 19e conférence La Valette, sont convenus de la nécessité de traiter la corruption à échelle européenne, car ce phénomène menace gravement la stabilité des institutions démocratiques. Le Conseil de l'Europe, en tant que principale institution européenne ayant vocation à défendre la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, a été chargé de trouver des réponses à cette menace. Les ministres ont reconnu que pour lutter efficacement contre la corruption, il convenait d'adopter une approche aussi exhaustive que possible et ont recommandé d'instaurer un groupe multidisciplinaire sur la corruption, GMC, pour préparer un programme d'action global et pour examiner la possibilité d'élaborer des instruments juridiques dans ce domaine, soulignant notamment l'importance d'établir un mécanisme de suivi afin de veiller au respect des engagements contenus dans ces conventions. Avec la création du groupe multidisciplinaire sur la corruption GMC en septembre 1994, sous les auspices du Comité européen pour les problèmes criminels, CDPC, et du Comité européen pour la coopération juridique, CDCJ, la lutte contre la corruption s'est affirmée comme étant l'une des priorités du Conseil de l'Europe. En novembre 1996, le comité des ministres a adopté le programme d'action contre la corruption qui a été élaboré par le GMC et a fixé la date du 31 décembre 2000 pour sa mise en œuvre. Le comité des ministres s'est félicité en particulier dans des objectifs du GMC, consistant à préparer une ou plusieurs conventions internationales contre la corruption et de son intention de prévoir un mécanisme de suivi visant à assurer le respect des normes contenues dans ces instruments. C'est ainsi que sont nées la résolution portant les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption. Ce texte recense de manière synthétique les éléments de base de toute politique anticorruption ambitieuse et efficace. La Convention pénale sur la corruption, ce traité fixe notamment des obligations en matière d'incrimination de diverses formes de corruption, qu'il s'agisse du secteur public ou privé ou encore de la corruption nationale ou transnationale. La Convention civile sur la corruption, cet autre traité impose aux pays de prendre des mesures diverses en matière civile, mécanismes de recours et d'indemnisation ouverts aux victimes de la corruption, nullité des contrats entachés par la corruption, encore notamment d'introduire des mécanismes de production professionnelle et autres des personnes signalent de bonne foi les soupçons de corruption. La recommandation sur les codes de conduite pour les agents publics
et code modèle de conduite pour les agents publics. Ce texte invite les pays à adopter de tels codes et il offre un modèle dont les gouvernements ou administrations individuelles pouvant facilement s'inspirer. Le protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ce traité étend le champ des incriminations de la corruption dans la Convention pénale aux arbitres en matière commerciale, civile ou autre, ainsi qu'aux jurés. Ces deux catégories de personnes constituant des catégories complémentaires aux magistrats de l'ordre judiciaire. La recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales, texte unique en son genre au niveau international de par les thèmes qui couvrent et la portée des principes énoncés. Par ailleurs, les États ont rapidement souhaité assortir ces divers textes d'un mécanisme d'évaluation destiné à veiller à leur mise en œuvre au niveau national. C'est ainsi qu'est né le groupe d'États contre la corruption, GRECO comme abréviation, en mai 1999. Donc pour les Français en mai 1999. En Suisse on dit 1999, voilà, hein. Pour ça vous savez, c'est comme les Belges. Donc en mai 1999, qui regroupe au 12 octobre 2009 46 États, y compris les États-Unis d'Amérique, bon nombre de mécanismes du Conseil de l'Europe étant ouverts aux États non membres de l'organisation compte tenu de la matière, entraide judiciaire, lutte contre le blanchiment ou la corruption, cybercriminalité, etc. Autres organisations internationales. À d'autres niveaux, un rapport sur la lutte contre la corruption dans les pays en développement a été approuvé par le Parlement européen en avril 2006. Il y est notamment écrit que la corruption représente un frein au développement dans ces pays et que de ce fait, l'Union européenne doit faire de la lutte contre la corruption un axe prioritaire de sa politique de développement. Les auteurs recommandent la création d'une liste noire des États et des représentants gouvernementaux corrompus, la suspension des prêts afin de prévenir le détournement de fonds publics, l'allocation d'une partie de l'aide au développement aux organisations de surveillance, une plus grande transparence des programmes d'aide de l'Union européenne, qui représentent près de 55% de l'aide publique internationale. Dans le monde de l'entreprise, l'ONG Transparency International a proposé en 2001 un code de conduite constitué par les principes d'action contre la corruption. Business Principles for Countering Bribery. Par pays. Le Service central de prévention de la corruption SCPC, créé en 1993 à l'initiative de Pierre Bérégovoy, publie chaque année un rapport sur la corruption en France et formule des propositions pour la combattre. Toutefois, il estime dans son rapport de 2010 impossible d'obtenir des services enquêteurs des délais raisonnables de traitement compte tenu de la charge ou du manque d'effectifs dans leur formation économique et financière.
Il est remplacé depuis décembre 2016 par l'Agence de lutte contre la corruption. Alors, je ne sais pas si vous, les Français, vous êtes au courant, mais je suppose, dans une petite partie, oui, quand même, une grande partie, je ne sais pas, moi, je l'ai de Suisse. Hein. La France a inséré dans le Code du travail l'article L 1161 qui protège les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les personnes qui témoignent de bonne foi de faits de corruption contre les sanctions, licenciements ou mesures discriminatoires dont elles pourraient être victimes de la part de leurs employeurs. L'association Anticorps, créée en 2002 sous l'égide de Séverine Tessier et parrainée notamment par Eric Alphen, regroupe des élus de toutes tendances politiques qui ont décidé de s'unir contre la corruption. Des juristes et des personnalités engagées soutiennent cette association à travers son comité de parrainage. Anticorps décerne chaque année un prix de la casserole à un élu condamné pour des faits de corruption et un prix d'éthique à une personne ayant fait preuve de courage pour dénoncer la corruption ou ayant montré une intégrité remarquable. Bravo, magnifique. L'association L'Alpaga est une association créée par des professionnels de la lutte contre la corruption. Elle aide les particuliers et les élus confrontés à des faits de corruption, de détournement public, de favoritisme ou de clientélisme à rendre leur témoignage plus efficace auprès des autorités judiciaires. Elle a également un rôle de formation. L'Académie internationale de lutte contre la corruption, IASA, est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour objectif d'étudier les problèmes et carences actuelles dans la lutte contre la corruption. 3 ratifications sont nécessaires pour que IASA puisse devenir une organisation internationale à part entière. Le processus de ratification est toujours en cours. Il est prévu que les programmes scolaires débuteront officiellement en automne 2011. Comme défini dans l'accord conférant le statut d'organisation internationale à l'Académie internationale de lutte contre la corruption, le but d'IASA est de devenir un centre d'excellence, de formation professionnelle, de coopération et de recherche universitaire qui engloberait tous les aspects de la corruption. L'Académie contribuera à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, UNCAC, et des autres instruments juridiques régionaux et internationaux. Des journalistes d'investigation, des juristes et des philosophes se sont également donnés pour tâche de lutter contre les diverses formes de corruption à travers leurs ouvrages. Outre Denis Robert, déjà cité, Alain Etscheuguyen, Le corrupteur et le corrompu, Philippe Madelin, L'or des dictatures, la France mafieuse, l'argent des gaullistes, Éric Halt, la lutte contre la corruption, l'esprit de corruption, Roger Langlais, ou Langelet, je ne sais pas, l'eau des multinationales, profession, corrupteurs, syndicats, corruption, dérive et trahison, l'argent noir des syndicats, Jacques Desrosiers, enquête sur les ripoux de la côte, Sophie Coignard, rapport Omerta, les bonnes fréquentations, etc. Les paradis fiscaux et le secret bancaire sont également
l'objet d'une réglementation de plus en plus stricte, bien que les États interprètent chacun différemment en droit interne les différentes traités et conventions afférents. Ces paradis peuvent en effet recueillir des fonds détournés par des dictateurs, externalisation de leur fortune dans des placements dans les banques étrangères ou dans des fonds souverains comme la Libyan Investment Authority. Enfin, la lutte anticorruption s'est développée aussi autour des activités d'influence qui peuvent recourir à des moyens douteux et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions graves sur l'intérêt général comme la démocratie ou la santé publique par exemple. Le lobbying est ainsi devenu, après de nombreux scandales sanitaires et financiers, ayant révélé l'action pernicieuse de lobbyistes auprès des décideurs politiques, l'objet d'une volonté d'encadrement législatif de plus en plus sensible et de débats intenses. En 2006, le projet de résolution d'une proposition de règlement sur la circulation des lobbyistes au sein de l'Assemblée nationale française en offre une illustration. Juste un petit instant, je me permets juste de remettre un petit projecteur.